Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est 100 sur la chaîne, wouh, je suis super contente. Merci beaucoup, merci énormément pour tous vos abonnements. Qui m'a fait avoir une idée, je vais vous demander si vous voulez bien de me suivre sur Insta, parce que je reçois plein de commentaires, tout plein, auxquels je réponds. Mais j'aimerais que vous vous répondiez entre vous, que vous voyez les commentaires des autres qui sont super intéressants. On va créer une petite communauté Instagram dans laquelle je vais essayer de mettre plein de stories et je vais essayer de vous notifier, etc. Qu'on puisse vraiment, mais voilà, être tous ensemble. N'hésitez pas à me rejoindre, c'est écrit dans la description, avec en plus évidemment le Twitter, le Facebook et de quoi vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Et voilà, maintenant je vous dis encore un grand merci pour les 100 abonnés, c'est fou, en 2 semaines, j'en reviens toujours pas. Donc merci beaucoup. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Je vais vous demander de mettre les enfants de côté, les personnes sensibles, car nous allons parler des serial killers et il va y avoir des histoires glauques, très glauques, parce que c'est ce dont on a envie aujourd'hui. Première question, connaissez-vous un serial killer qui a fait plus de 10 victimes? Moi je vais vous parler d'un certain Landru. Landru est né à Paris en 1869. Cet homme a exercé des dizaines et des dizaines de métiers et il n'était pas satisfait parce qu'il avait l'impression de ne pas gagner assez d'argent. Il a donc voulu monter une petite escroquerie. Il s'est dit, c'est simple, je vais me faire passer pour un veuf qui est très malheureux, qui a mal au cœur, qui est en peine d'amour, et je vais essayer de séduire des femmes qui ont beaucoup d'argent. Là, vous voyez où je veux en venir, exactement. Il choisit donc des femmes qui ont très peu de famille, qui sont isolées, elles ont peut-être un frère, une cousine, mais pas des femmes vraiment entourées. Comme ça, il se dit, bah, en cas de souci, en soi, personne va les regretter, ce qui est très mal évidemment de penser comme ça. Landru séduit ces femmes, il commence à passer du temps avec elles, à leur payer des choses, etc. parce qu'il avait quand même assez d'argent aussi derrière. Elle le trouve très séduisant, vraiment séduisant, c'est un grand homme, beau, avec une barbe, tout ce qui est vraiment de la classe. Et donc ça marche très bien, sa petite escroquerie, ça marche parce que très vite, de nombreuses femmes sont séduites par tous ces attributs, si je puis dire. Landru rencontre donc en premier Jeanne-Marie. Plus il passe de temps avec elle, plus il se sent confiant et plus elle se sent amoureuse. Et il lui propose de partir en vacances dans une petite villa qu'en réalité il a louée, mais il lui fait croire que c'est la sienne. Et du coup, Anne-Marie est subjuguée, elle se dit « Ah, j'ai trouvé un bel homme, vraiment beau, riche, qui a une villa », donc elle se dit « Parfait ». Ils s'en vont dans cette petite villa afin de faire un petit week-end, voire bien plus, parce que finalement ça a duré 1 ou 2 mois. Et Landru continue à être très séducteur, mais il est insistant sur un point. Il n'arrête pas de demander à Jeanne-Marie de lui signer un papier dans lequel elle lui lègue la totalité de ses biens en cas de problème. Vous allez me dire, mais on le voit venir à 15 km. Oui, quand vous savez que je parle des serial killers. Mais si vous savez pas que je parle des serial killers, en soi, par amour, parfois on peut faire beaucoup de choses. À un moment, Jeanne-Marie, elle va signer ce papier, ce qui veut dire que Landru a accès à la totalité de son compte bancaire en cas de souci. C'est là que les emmerdes commencent, évidemment. Elle ne va plus le reconnaître, il va devenir violent, agressif, impoli, faire comme si elle n'existait plus. Mais maintenant, ils sont quelque part liés, il a son argent, elle a le droit d'argent, donc même si elle le quitte, en soi, ça crée des problèmes, donc elle reste avec lui. Et un jour, évidemment, tout va dépasser l'horreur qu'elle a pu imaginer. Landru va s'approcher de Jeanne-Marie et va l'assassiner de sang-froid de plusieurs coups de couteau, pour ensuite la découper en petits morceaux et jeter ces petits morceaux dans son four pour la brûler, la carboniser. Donc Jeanne-Marie s'éteint, si je peux tenter le mauvais jeu de mots, et Landru récupère tout l'argent de Jeanne-Marie. Ce qui fait qu'il va faire ça, il va recommencer et recommencer et recommencer plus d'une dizaine de fois. Il va s'enrichir à chaque fois sur le dos de femmes sans jamais rien faire et en les tuant à chaque fois vraiment d'une façon qui est horrible et qu'on ne souhaiterait à personne. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il s'est fait arrêter? C'est là que je veux en venir. Évidemment, quand même, il y a eu justice. Comment s'est-il fait gauler? Parce que ça, c'est quand même quelque chose d'important. Il avait tout prévu. Les femmes n'avaient pas tellement de famille, à part 2-3, elles étaient seules, mais le peu de famille qu'elle puisse avoir, a pu l'avoir en compagnie de Landru, s'est dit, il y a constamment cet homme avec elle, je ne connais pas son nom car il utilise un pseudonyme, mais en tout cas il est là. Et donc ils vont appeler Landru, oui tu n'as pas vu ma soeur, etc. Et il va tout nier en bloc, il va toujours nier le fait d'avoir vu ces femmes, il fait comme s'il ne les connaissait pas, comme s'il ne les avait jamais vues, et eux n'ont pas de preuve que ça soit cet homme, parce qu'encore une fois il utilisait un pseudonyme. Niveau enquête, ça n'aboutit à rien. Mais il va quand même y avoir des éléments qui vont faire pencher l'enquête et qui vont agir en sa défaveur. Pour emmener les femmes dans la villa, ils prennent le train, et Landru fait l'erreur de réserver constamment 2 billets pour l'aller et un seul pour le retour. Du fait qu'il fasse ça, fatalement, la police, lorsqu'elle va faire le lien entre le fait qu'on ait l'impression de reconnaître toujours cet homme, le fait qu'il y ait 2 billets à l'aller et un au retour, va se dire mais où est la personne qui était à l'aller avec lui? Alors, il va pouvoir trouver des excuses, etc. Mais rapidement, on va se dire il y a quelque chose qui cloche et il va être dans le collimateur des policiers. Et ce qui va vraiment faire tout va se jouer là, c'est que les voisins, à force de faire brûler des corps, vont sentir des odeurs nauséabondes, des odeurs de pourri fatalement, et vont porter plainte, elles vont sonner chez lui, plusieurs fois elles vont appeler la police. Et quand on réunit tous ces éléments, on a la preuve, l'argent, les billets de train,
l'odeur nauséabonde et les quelques témoignages qu'on puisse avoir que c'est bien Landru qui a assassiné toutes ces femmes. Et il va d'ailleurs l'avouer et il va être guillotiné. Il va être guillotiné et jugé, et c'est très bien comme ça. C'était ma première histoire de serial killer, vraiment on est à plus de 10 victimes. À vous si vous en avez un de raconter. Deuxième question, connaissez-vous un serial killer extrait d'un film qui aurait réellement existé? J'ai regardé Le Barbier de Sweeney Todd il y a 1 ou 2 semaines, donc du Tim Burton avec Johnny Depp, Bellatrix Lestrange, qui s'appelle pas comme ça mais soit vous voyez très bien qui c'est, et ça m'a donné l'idée de vous parler de lui. Ben oui, c'est extrait directement d'une histoire vraie et d'un serial killer qui a réellement existé, même si c'est un peu modifié. On va cette fois-ci aller à Londres. On va aller à Londres au 14e siècle. Et on va se pencher vers un petit commerce de pâté en croûte qui fait fureur. C'est les meilleurs pâtés en croûte de la ville. Donc les pâtés en croûte, c'est des petites tartes. À l'intérieur, on a mis diverses choses. C'est toujours de la viande. Et c'est les meilleurs de la ville. Ils sont ultra réputés. Et au-dessus de ce petit commerce habite un barbier. Barbier aussi très réputé, qui a beaucoup de clients. Et donc c'est vraiment le petit combo parfait. Et un jour, ce barbier et ce boulanger, enfin boulanger-pâtissier, ils vont tous les deux attirer l'attention parce qu'il y a un chien qui se met constamment devant leur commerce et qui hurle à la mort. Il hurle à la mort, jour et nuit, tout le temps, au point que les habitants vont se poser des questions. Ils vont remarquer que le maître de ce chien a disparu. Ils avaient l'habitude de le voir promener, etc. Et là, tout à coup, plus rien. Plus de maître et le chien qui pleure. Et la police, qui à cette époque-là circule quand même beaucoup plus dans les rues que maintenant, on va se dire, il y a quelque chose de pas normal. Ce chien n'arrête pas de pleurer, on sait que les chiens, ils sentent beaucoup de choses. Ils vont décider donc d'aller interroger le barbier en montant directement dans son salon. Et là, horreur, quand ils arrivent, ils découvrent le barbier en train de saigner à mort la jugulaire d'un de ses clients avec ses ciseaux, enfin ses lames de barbier. Et ils vont comprendre en fait que le barbier faisait venir des clients pour leur trancher la gorge et qu'il les envoyait directement par une trappe qu'ils avaient construite en dessous chez l'espèce de boulanger-pâtissier et qu'à votre avis, ben oui je rigole mais c'est pas drôle, ils découpaient les cadavres pour charger les pâtés en croûte et ces si bons pâtés en croûte réputés étaient en réalité des morceaux de personnes. Donc ils faisaient manger ça à toute la ville de Londres. Ça a fait un scandale pas possible, le commerce a été fermé au point que Tim Burton décide d'en faire un film. Et donc c'est la réalité, sachez-le, ça a réellement existé. Troisième question, la plus intéressante pour moi. Avez-vous vécu directement des faits de serial killer dans votre ville? Attention, vous emballez pas, j'ai pas été victime d'un meurtre, c'est pas ça que je dis. Mais chez nous, donc dans notre petite ville de Mons, il y a eu un tueur en série. Et je vais vous raconter son histoire parce que ça a fait tout un foin pas possible ici. Les faits que je vais vous raconter se sont passés entre 1993 et 2001. Donc plus de 8 ans vraiment de peur. Savoir que moi je suis née en 1990, donc j'ai quand même vécu la plupart de ma jeunesse et de mon adolescence, on va dire début d'adolescence avec ça. Et donc le dépeceur de Mons, c'est un tueur en série qui a fait aussi plus d'une dizaine de victimes, qui les découpait dans des sacs poubelles et qui les plaçait, qui les cachait, un peu comme s'il avait envie de faire un jeu de piste géant. Sérieusement, on voit ça que dans les esprits criminels, mais il y a eu ça vraiment à Mons. Et donc comment l'enquête a débuté? Un policier s'est baladé et a découvert des sacs poubelles. Dans ces sacs poubelles, il y avait plusieurs morceaux de corps. Et il a tout de suite vu que le pire, c'est que ça appartenait pas tous à la même personne. Donc il a tout de suite compris qu'il était face à un tueur en série. L'enquête a commencé. Elle a commencé, ils ont trouvé des sacs. Il y avait des couvre-feux dans la ville. Les gens vivaient vraiment dans la peur. Moi, je me rappelle, limite, on avait des préventions à l'école. Donc ça a été une époque très très sombre pour cette ville. Le pire, c'est que ça s'est mal terminé. Il y a eu 4 suspects. Le petit ami d'une des victimes, c'était pas lui. Il y a eu un militaire du Shep, donc c'est une base militaire ici, c'était pas lui non plus. Il y a eu un New-Yorkais qui a été arrêté là-bas, on pensait qu'on pouvait faire le lien parce qu'il y a des meurtres qui se sont passés là-bas, il aurait pu s'expatrier ou autre, c'était pas lui non plus. Dernier très important et là qui a vraiment mis le doute, c'était un médecin, son fils l'a accusé en envoyant des lettres à la police d'être le dépeceur de Mons. En plus il avait agressé une esthéticienne, donc ça faisait de lui quelqu'un d'un peu instable, et son fils voulait nous prouver par A plus B qu'il avait acheté les sacs poubelles, qu'ils étaient de la même marque que ceux dans lesquels étaient mis les cadavres, mais finalement en enquêtant encore et encore, on a remarqué que les sacs poubelles venaient d'un tel magasin et qu'ils pouvaient pas être recoupés à ceux qui avaient été utilisés et qu'en plus la voiture ne correspondait pas du tout aux empreintes de pneus éventuelles qui avaient été trouvées près des sacs. Donc c'était pas lui non plus. Résultat des courses, est-ce que vous voyez où je veux en venir? Ben oui, il n'a jamais été arrêté. Jamais. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas s'il est mort, s'il est en vie, s'il rôde encore à Mons ou pas. Et donc c'est un sujet un peu délicat. Je me permets de vous en parler en vidéo, mais c'est pas la grosse joie. Donc voilà pour mes 3 histoires. Alors je vous rappelle, 1. Un tueur en série qui a fait plus de 10 victimes. 2. Un tueur en série extrait d'un film et qui a réellement existé. 3. Un tueur en série auquel vous aurez été lié directement par le fait que ce soit dans votre pays ou dans votre ville. J'attends vos réponses avec impatience. En attendant, je vous dis merci beaucoup. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Continuez à faire tout ce que vous faites, partagez, vous abonnez, likez, ça me fait vraiment chaud au cœur. Pensez aux réseaux sociaux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.